Quand on étudie la formation d'un État-nation, souvent on l'étudie en prenant les choses un peu de haut, en analysant les politiques publiques, la formation des institutions. Parfois, bien sûr, pour donner une autre image, on part d'en bas, comme le font un peu les subaltern studies, et pour voir les réactions un peu. En fait, je pense que la formation d'un État-nation étant un processus extrêmement complexe, pour moi en tout cas, il était nécessaire d'adopter une approche qui pouvait restituer cette complexité et d'une certaine façon faire comme au cinéma on fait dans un travelling, c'est-à-dire suivre ce processus au long de la période que je voulais considérer et en même temps essayer à la fois de s'en éloigner pour le voir dans un contexte aussi plus large et de s'en rapprocher pour voir ce qui se situe à des niveaux plus locaux, plus au niveau des groupes sociaux. Parce que, en fait, on peut reprendre par exemple l'approche de Joe Migdal, qui a écrit un livre qui s'appelle State in Society, donc l'État en société, et qui considère l'État comme une formation sociale parmi d'autres. Et là, par exemple, si on s'intéresse plus particulièrement à la question des rapports entre groupe confessionnel et fabrication de l'État, puisque justement le cas que j'étudie, c'est-à-dire le cas albanais, je reviendrai plus tard sur la question de la spécificité, mais c'est un cas de, comme vous l'avez dit, dans la question de pluralisme confessionnel. Et donc les groupes confessionnels sont aussi des institutions sociales comme l'État. Donc quelles sont les relations entre euh, ces différentes institutions sociales? Pour y répondre, il fallait donc d'une certaine façon faire bouger la caméra, donc se rapprocher ou s'éloigner de cet objet complexe qu'est la formation de l'État. Il y a en fait, plusieurs singularités, ce qui d'ailleurs fait de ce cas un cas très intéressant à étudier. D'abord, c'est l'Albanie. Lorsque l'Albanie a été créée dès 1912-1913, donc à la suite des guerres balkaniques qui ont donné lieu au début de la fin, si je peux dire, de l'Empire ottoman, en tout cas son recul dans les Balkans, recul donc vers l'Anatolie. À ce moment-là, les grandes puissances décident de créer une nouvelle entité étatique qui est majoritairement musulmane. Donc l'Albanie, qui ensuite va plus ou moins redisparaître à cause d'occupations pendant la Première Guerre mondiale, mais va être recréée à l'issue de ce conflit, donc vers 1918-1920. Donc à ce moment-là, il s'agit du seul État en Europe à majorité musulmane. Et il faudra attendre les années 1990 pour qu'un second État soit créé en Europe avec une majorité, cette fois relative et non pas absolue. Dans le cas albanais, c'est une majorité absolue puisqu'à cette époque, il y avait à peu près 70% de musulmans dans le pays, 20% de chrétiens orthodoxes et 10% de chrétiens catholiques. Donc, dans les années 1990, la Bosnie-Herzégovine, à l'issue du démembrement de la Yougoslavie, est créée à une majorité musulmane relative. Et puis ensuite, c'est en 2008
qu'un nouvel État en Europe est créé qui a une majorité musulmane, qui est le Kosovo, État qui n'est toutefois pas reconnu par tous les États de la planète. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une spécificité. Il y a d'autres singularités de cet État lorsqu'il est formé donc, dans cette première moitié du XXe siècle, c'est le fait que sa souveraineté est très fragile. Pourquoi? Parce que il y a notamment l'Italie qui essaye déjà depuis un moment, avant la Première Guerre mondiale, il y a aussi l'Autriche-Hongrie qui essaye d'obtenir une certaine autorité sur ces populations et ces territoires. L'Italie essaye d'obtenir un mandat après la Première Guerre mondiale sur ce territoire et par ailleurs, elle développe une politique à partir du milieu des années 20 de semi-colonialisation, c'est-à-dire d'exploitation des ressources, de mainmise, disons, sur une partie de l'économie et de la politique aussi. Et d'ailleurs, en 1939, finalement, cette Italie annexe le territoire albanais. Donc, on a une souveraineté donc post-ottomane, puisque ces territoires faisaient partie de l'Empire ottoman donc jusqu'en 1912-1913, qui est remise en question, donc j'ai dit par l'Italie, mais aussi très contestée par des États voisins comme le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui devient royaume de Yougoslavie, mais aussi la Grèce. J'y reviendrai à propos de la question des chrétiens orthodoxes et d'une minorité grecque. Mais donc, pour étudier la formation de... Voilà, on a le cas d'une formation étatique qui est dès le départ très contestée de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parce qu'on a également, étant donné la géographie qui est assez montagneuse, morcelée, on a des pouvoirs locaux qui sont assez forts, on a peu de pôles urbains très importants. Il y a une ville comme Korča ou une ville comme au sud-est et une ville comme Škoder au nord-ouest qui sont assez importantes avec de l'ordre de 30 à 40 000 habitants. Mais donc il y a des pouvoirs locaux qui sont, importants et qui peuvent également soit contribuer à construire ce nouvel État-nation, soit contribuer à le contester ou à le contourner. Donc je crois que ce sont les principales singularités de ce cas, mais qui font que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de l'État en société, de ces rapports, de cette intrication entre État et société, sont peut-être, et tous ces processus à la fois de construction, mais aussi de contestation, de contournement, sont peut-être plus faciles à mettre en évidence dans ce cas-là, de même d'ailleurs que ce qu'on appelle aussi la souveraineté feuilletée, qui se voit par exemple et qui est mise en avant dans l'étude des empires, donc par exemple dans le cas de l'Empire ottoman, et notamment souveraineté feuilletée due à la gestion de la pluralité religieuse, puisque donc les communautés religieuses ont des prérogatives au niveau du droit, au niveau de l'éducation et dans d'autres domaines. Donc là, dans cette phase post-impériale, en fait, il y a dans ce cas albanais, on voit plus facilement que dire qu'un État-nation est créé ne fait pas passer automatiquement
à une souveraineté homogène, pleine et entière. Au contraire, on peut voir là aussi, enfin là encore plutôt, des situations de feuilletage, de contestation, de co-construction. Absolument. Ce qu'il faut souligner, c'est que donc, cet État albanais qui est fondé en 1912-13, puis refondé en 1920, l'est avec une constitution ou des statuts qui spécifient. Il est à majorité musulmane, mais il n'a pas de religion officielle. Alors c'est au départ quelque chose qui vient des grandes puissances, puisque selon une vision très européocentrée qui existe encore aujourd'hui, comme quoi l'islam serait incompatible avec l'Europe, il n'était pas question de créer un État musulman. Et d'ailleurs, je souligne qu'il est intéressant de remarquer que les deux États à majorité musulmane de la région, si on prend la région au sens large, je veux dire le sud-est européen au sens large, en y incluant la Turquie, qui s'est donc elle aussi formée sur les ruines de l'Empire ottoman, mais un peu plus tard, en 1923. Cet État turc aussi, bien sûr, alors lui, écrasante majorité musulmane, d'autant qu'il y avait eu pendant la guerre le génocide arménien, et le départ ensuite des Grecs, enfin l'échange de population entre la Grèce et la Turquie en 1923. Donc ces deux États, Albanie et Turquie, à majorité musulmane, en fait deviennent des États officiellement laïques. Ensuite, les relations entre État et religion sont plus complexes et il y a un contrôle qui est en fait un contrôle du politique sur le religieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas séparation. Il faut un peu aller au-delà des mots, des étiquettes et voir concrètement comment les choses se passent. Justement, pour ce qui est de... pardon, parenthèse, alors que les États de la région à majorité chrétienne orthodoxe, donc de la région, je veux dire des Balkans, eux ont généralement une religion officielle ou une religion dominante, qui est l'orthodoxie. Bon, dans le cas albanais, ce n'est donc pas le cas, et généralement, lorsqu'on étudie la formation de cet État, on étudie donc aussi tous les trains de réforme qui en ont fait un État donc, qui serait à la fois laïque et, cette laïcité étant renforcée par des politiques de nationalisation aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on voit. Quand on regarde les choses comme j'ai essayé de le faire, c'est-à-dire donc entre guillemets en promenant, enfin en faisant suivre cet objet par la caméra et en se reprochant et en s'éloignant, là on voit les choses autrement. Prenons le cas de l'école et des rapports entre religion et école. Donc, on voit qu'un réseau d'écoles d'État est créé pour concurrencer et remplacer des systèmes, des réseaux scolaires qui existaient à l'époque ottomane, donc réseaux scolaires qui étaient généralement confessionnels. Un réseau d'écoles catholiques, un réseau d'écoles chrétiennes orthodoxes et un réseau d'écoles musulmanes, sauf que c'est un peu plus compliqué puisque déjà à l'époque ottomane, il y avait un réseau d'écoles d'État qui avait été créé, ottomanes, sauf qu'il n'y avait pratiquement que des musulmans qui allaient dans ces écoles. Donc de facto, elles étaient elles aussi confessionnelles. Dès 1913 et surtout à partir de 1920, les autorités albanaises essayent de créer
un réseau d'écoles d'État, mais qui ne s'impose pas complètement et qui fonctionne côte à côte avec des réseaux d'écoles confessionnelles, plus quelques écoles privées. Et puis, il y a deux moments, donc disons vers 1922-1924, et un autre moment au milieu des années 30, enfin plus exactement 1933, où il y a des décisions du gouvernement albanais de nationaliser tous les réseaux scolaires, c'est-à-dire de faire un réseau unique d'écoles d'État, donc de supprimer les écoles confessionnelles, et par ailleurs, d'ailleurs peu à peu, d'essayer de faire sortir la religion de l'espace scolaire, c'est-à-dire de faire qu'il n'y ait plus d'éventuels religieux qui soient des enseignants, d'enlever l'enseignement de la religion, ou en tout cas de le mettre en dehors de l'espace et du temps scolaire. Mais quand on regarde les choses de plus près, par exemple pour 1922-1924, on s'aperçoit que, par exemple en prenant le cas catholique, les catholiques donc formant une minorité, je l'ai déjà dit, à peu près 10% de la population qui se trouvait surtout dans le nord, donc catholicisme minoritaire, mais ayant un fort réseau transnational, puisque étant lié d'une certaine façon au Vatican, qui se trouve à Rome, et d'une autre façon aussi aux autorités non religieuses italiennes qui soutiennent, à la suite d'ailleurs des autorités austro-hongroises qui à l'époque ottomane soutenaient ces écoles catholiques par le truchement de traités qui lui permettaient de faire ça. Donc, un réseau d'écoles minoritaires, confessionnelles et transnationales. Or, c'est les acteurs catholiques, en particulier religieux, qui gèrent ces écoles, qui les animent, ne résistent à l'effort de nationalisation qui est décrété en 1922. Et c'est le gouvernement albanais lui-même qui, notamment ceux qui sont à la tête du ministère de l'Intérieur et non pas du ministère de l'Éducation. Donc là, on voit comment on ne peut pas considérer un appareil étatique de façon homogène. Il y a des intérêts divers même entre les différents ministères. Et l'intérêt d'un ministère de l'Intérieur, c'est de maintenir l'ordre et la paix sociale, et donc de faire qu'il n'y ait pas de mobilisation venant de la part de religieux catholiques, d'évêques ou de prêtres, qui en même temps, et là c'est un héritage ottoman, car il n'y a pas que l'islam qui est post-ottoman, il y a aussi le fonctionnement du catholicisme, le fonctionnement de l'orthodoxie, qui sont post-ottomans, et ce clergé catholique continue à vouloir avoir des prérogatives non seulement éducatives, non seulement religieuses, bien sûr d'abord, mais aussi politiques. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a des évêques qui sont aussi au Parlement. Donc là, il y a, d'autant que à l'époque, la souveraineté du pays est encore très fragile, et l'ordre, il y a une lutte politique. Donc tout cela fait que finalement, il n'y a pas nationalisation, il y a recul, que par ailleurs, et là ce n'est pas que défensive, il y a aussi une attitude, si je peux dire, proactive de la part du clergé ou d'autres acteurs catholiques, qui veulent même proposer des cursus scolaires, donc être
être des agents aussi de la construction de la politique pédagogique, scolaire dans le pays. Donc on voit que le feuilletage ottoman, qui est bien sûr renégocié, continue d'une certaine façon. Et le deuxième moment qui se situe vers 1933, lui, est assez différent, puisque là, le régime, le régime du roi Zog, enfin Ahmed Zogou, qui est devenu entre-temps roi, s'est affirmé, est devenu un régime autoritaire, un peu comme dans les autres pays de la région et d'Europe en général. Des régimes autoritaires se sont mis en place. Ça, c'est donc la première différence. Et la deuxième différence, c'est cette mainmise beaucoup plus importante de l'Italie sur à la fois l'économie et la politique. Et c'est justement à un moment où, donc, vous voyez qu'il faut élargir la focale, là, donc se reculer, faire un travelling, mais de façon plus en s'éloignant. C'est une crise parce que l'Italie voulait imposer une nouvelle façon je crois, une union douanière. Voilà, c'est une union douanière. Et à ce moment-là, la réaction du gouvernement albanais, c'est de nationaliser à nouveau, enfin plutôt de vraiment là nationaliser le réseau scolaire et donc d'éliminer les écoles catholiques ou voire les écoles grecques dans le sud. Et donc, c'est vraiment une situation internationale qui introduit cette politique de nationalisation et de laïcisation du réseau scolaire. Ensuite, il y a des réactions, mais des réactions qui continuent à être, aussi bien de la part du clergé qui essaye de développer des activités parascolaires, donc de contourner un petit peu cette politique imposée d'en haut. Et puis, il y a finalement, 3 ans plus tard, les choses vont revenir, mais on ne revient jamais complètement en arrière en fait. Les choses vont être à nouveau et vont évoluer du fait de l'évolution des relations internationales, donc entre l'Albanie et l'Italie. Et les autorités italiennes alors contribuent beaucoup à la réouverture d'écoles qui ne sont plus appelées écoles confessionnelles. Alors on change l'étiquette, mais le fait est qu'elles sont gérées par des religieux, mais elles s'appellent écoles autorisées. Voilà. Donc on voit comment l'évolution, et c'est sans parler du fait que quelques années plus tard, c'est-à-dire vers 1937-38, on réintroduit aussi les cours de religion dans les écoles d'État, cette fois-ci pour utiliser la religion contre le communisme qui se développe en Albanie comme il se développe ailleurs en Europe. Il ne s'agit pas d'expliquer quelle est la géographie de la répartition des groupes confessionnels, mais de montrer comment la formation d'un nouveau territoire va et de relations sociales et politiques qui sont ensuite engendrées par le fonctionnement du nouvel État-nation peuvent contribuer à créer de nouveaux rapports entre l'appartenance confessionnelle et des espaces. Je m'explique. Par exemple,
c'est la formation de l'État qui va, de façon là aussi assez complexe, contribuer à créer une minorité grecque. Et là, justement, on va se déplacer, on a beaucoup parlé pour la question précédente des catholiques. Là, donc, je me déplace plus vers le sud du pays où se trouvaient davantage les chrétiens orthodoxes, donc dans une région qui se situe à la frontière avec la Grèce, donc un État majoritairement chrétien orthodoxe qui a des revendications, en fait, qui contestent la formation du nouvel État albanais et, enfin, en tout cas, certains acteurs grecs réclamant l'intégration d'une région du sud de l'Albanie qu'ils appellent l'Épire du Nord, comme l'intégration de cette région à l'État grec en arguant de la présence de chrétiens, d'une majorité de chrétiens orthodoxes, sachant qu'il y a aussi des musulmans. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre frontières confessionnelles, donc justement entre chrétiens et musulmans dans cette région, et frontières étatiques entre l'Albanie et la Grèce. Donc on voit que peu à peu, qu'il y a des acteurs qui veulent que la frontière étatique corresponde à la frontière confessionnelle, c'est-à-dire que l'Albanie soit un État musulman et que la Grèce un État qui englobe justement les chrétiens orthodoxes. Mais il y a des acteurs qui souhaitent que les choses restent telles quelles, mais pour qu'elles restent telles quelles, alors deux choses, soit que petit à petit on ignore la présence de chrétiens orthodoxes, ou en tout cas qu'on dise que ce ne sont pas des Grecs mais des Albanais, ou alors que petit à petit se crée une minorité, qu'on considère qu'il y a une minorité grecque qui a des droits, etc. Et donc, tout ça, là, dans mon livre, j'analyse ces processus à travers, là aussi, le cas de l'école et du réseau d'écoles confessionnelles ou non confessionnelles, mais en tout cas grecques, qui se trouvaient dans le sud du pays. Et donc là, clairement, on voit que c'est la confrontation de ces différents points de vue défendus, là encore, par différents types d'acteurs, donc soit des acteurs qui agissent au nom de l'État, mais au nom de l'État, ils peuvent agir de façon différente, selon qu'ils sont, je ne sais pas, préfets, qu'ils sont préfets, même différents préfets peuvent avoir des positions différentes, selon qu'ils sont instituteurs, ou selon qu'ils sont des clercs, ou selon qu'ils sont simplement des individus qui veulent envoyer leurs enfants dans une école tout simplement pour apprendre et pour pouvoir faire du commerce, donc plus pour des intérêts économiques, des questions de statut social. Donc c'est ça qu'il faut essayer de montrer, de repérer. Alors, ça c'est un exemple. Donc comment il y a un rapport complexe entre cet espace national, ce nouvel espace national, et l'espace confessionnel chrétien orthodoxe qui devient peu à peu, mais partiellement, un espace minoritaire grec. Voilà, donc ça. Maintenant, un autre exemple que j'étudie dans un autre chapitre concernant cette question de religion et d'espace. Et avec une autre opération qui n'est pas la question de délimiter l'espace, comme dans ce que je viens de dire, mais qui est la question du marquage de l'espace. Par exemple, le marquage de l'espace, ça veut dire quoi?
par exemple, construire des mosquées ou des églises, ou parfois des croix d'ailleurs, on le voit enfin, dans les dernières années aussi, il y a des régions, par exemple la Macédoine, où il y a eu un certain nombre d'enjeux se sont concrétisés à travers l'érection de tels objets qui marquent l'espace, le paysage. Donc, prenons la, la, la construction de mosquées. En fait, dans toute la région, donc dans les Balkans, y compris la Turquie, à l'époque que j'étudie, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, donc entre 1920 et 1939, il n'y a pratiquement aucune mosquée qui est construite, pour des raisons différentes. D'ailleurs, en Turquie, on en a parlé récemment, non seulement il n'y a pas de mosquée construite à cette époque, mais même la mosquée de Sainte-Sophie, donc la mosquée enfin, qui est bien sûr à l'origine une église byzantine, donc est transformée par Mustafa Kemal Atatürk en musée. Donc non seulement on n'en construit pas, mais même on muséifie. Bon. Eh bien, en Albanie, pendant cette période, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, officiellement, l'État n'a pas de religion, donc même s'il est majoritairement musulman, eh bien, donc à cette époque, une quinzaine de mosquées vont être construites. Bon, ça peut paraître peu comme chiffre, mais je rappelle que l'Albanie est un petit pays, je ne l'ai pas dit, il fait à peu près 28 000 mètres carrés, c'est-à-dire grand comme la Belgique, et il y a à peu près à cette époque entre 800 000 et 1 million d'habitants. Bon, voilà. Donc 15 mosquées, c'est peu, mais certaines sont assez emblématiques. Parce que, pourquoi? Et c'est intéressant, euh, certaines vont, enfin, leurs bâtisseurs, leurs concepteurs veulent, à travers leur édification, créer l'image d'un pays, certes à majorité musulmane en Europe, mais ayant un islam moderne. Et le fait est que ces mosquées, par exemple, une mosquée qui est construite dans le port principal qui est juste à côté de la capitale Tirana, donc le port de Durrës, est une mosquée donc, qui finit par être construite à la fin des années 30, qui est construite en béton. Et il y a une mosquée à Tirana aussi qui est construite en béton et avec une architecture qui tranche sur l'architecture ottomane. Donc vraiment, et puis on le voit dans les discours aussi, l'idée est de, de présenter, et notamment dans le port, c'est là où les étrangers arrivent en général, donc donner cette image d'un islam réformé et moderne. Donc ça, et d'ailleurs, la mosquée de Durrës porte le nom du roi Zog. Donc là, on voit comment, en déplaçant à nouveau un peu l'objectif, on n'a plus cette image d'un roi qui, par ailleurs, en 1938, épouse une femme catholique de la noblesse européenne, hongroise en l'occurrence, donc qui veut aussi donner une image non musulmane. Mais dans le pays, et d'une certaine façon aussi un peu pour les étrangers, comme je viens de le dire, il y a quand même aussi cette construction d'une image musulmane, mais moderne. Par ailleurs, dans le sud du pays, et là on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, certaines mosquées peuvent servir pour des réfugiés musulmans qui sont venus de Grèce, mais elles servent aussi à, à construire l'image d'une albanité. C'est-à-dire que là, l'islam est associé à l'albanité
contre l'agressivité et donc contre des revendications territoriales de l'État grec. Donc, alors que normalement albanité et islam sont censés être séparés, eh bien là, dans ces espaces, ils sont nécessairement liés d'une certaine façon. On a aussi bien sûr d'autres raisons qui mènent des groupes plus locaux à ériger de nouveaux édifices. Ce qui est important aussi, et là on voit que c'est lié aussi à la formation de l'État-nation, car un certain nombre de ces mosquées, notamment à Tirana ou dans la grande ville de Shkodra au nord, on essaye de construire des mosquées qui sont beaucoup plus grandes et qui permettent, pendant les fêtes, de rassembler des fidèles, un beaucoup plus grand nombre de fidèles, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'avoir des établissements qui drainent simplement un quartier, un djemmat, une communauté de quartier, mais là beaucoup plus une communauté au niveau de la ville, voire au niveau, disons, de façon un peu imagée, de la nation. Oui, modernisation alternative, je crois que c'est quelque chose de très important d'avoir cette notion en tête, justement là encore pour se démarquer un peu de cette vision d'une modernisation qui ne viendrait que d'en haut, donc liée à la formation de l'État, aux réformes qui seraient donc prescrites et appliquées plus ou moins par les autorités centrales. En fait, et qui ne viendrait justement que de la création de l'État. Si on regarde, là encore, si on déplace l'objectif, en fait, premièrement, il faut considérer que des processus de modernisation ont existé déjà à la fin de l'époque ottomane. Ensuite, il faut voir que cette modernisation, disons, différents types de modernisation peuvent coexister. Dans le livre, je donne un exemple à travers la trajectoire d'un imam et enseignant. Donc, quelqu'un qui a été formé à la fois sur le plan religieux, islamique, et sur le plan pédagogique, et qui, une fois l'État créé, se dédie à l'éducation des jeunes filles. Il faut rappeler qu'à l'époque ottomane, et encore donc là, au début de l'entre-deux-guerres, beaucoup de filles ne vont pas à l'école. La population est très majoritairement analphabète, plus peut-être chez les musulmans que chez les chrétiens, mais aussi chez les chrétiens. Et notamment, beaucoup de filles ne sont pas alphabétisées. Or, lui, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il faut alphabétiser les filles. Donc, d'une certaine façon, il est tout à fait sur la même ligne que les responsables, par exemple, du ministère de l'Instruction du nouvel État, qui essayent aussi d'élargir le réseau scolaire. Sauf que lui, il veut en même temps alphabétiser les filles et en même temps leur inculquer des préceptes de l'islam. Pour ça, il invente d'ailleurs une transcription de l'alphabet arabe pour donner accès aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi au Coran. Mais
donc en arabe, mais en caractère latin, de façon à ce qu'ils puissent lire plus facilement. Alors ce personnage, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se heurte beaucoup aux institutions, aux nouvelles institutions religieuses de l'État, qui sont très proches des institutions étatiques, et aussi à ces institutions étatiques. Et bon, il finit par, parce que en fait, il s'élève aussi, donc tout en voulant lui moderniser d'une autre façon, il s'élève par exemple contre la mixité, c'est-à-dire le fait que les écoles réunissent garçons et filles dans les mêmes salles de classe. Donc c'est pourquoi il contribue à faire des cours dans des lieux séparés et à demander aux parents de ne pas envoyer les filles dans les écoles de l'État. Donc bon, ensuite il est exilé, etc. Mais tout ça, je crois que c'est important de voir que, enfin, de considérer qu'il, d'une certaine façon, il propose une modernisation alternative. Cette modernisation, par exemple, aussi, je l'étudie sous un autre angle à travers l'autobiographie même d'une jeune fille qui fait partie de la classe moyenne. C'est-à-dire, alors ça, donc socialement, on voit que le nouvel État va être porté par des élites qui forment un nouveau groupe social, donc une classe moyenne qui émerge à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, donc à la fin de l'époque ottomane, et qui, donc souvent, alors qu'elle contribuait à faire fonctionner l'État ottoman, ensuite va faire fonctionner le nouvel État albanais. Cette nouvelle classe moyenne, elle contribue à la modernisation et elle est le vecteur de la modernisation qui se manifeste aussi beaucoup de façon matérielle. Par exemple, ce sont des gens qui vont se vêtir autrement, ce sont des gens qui vont se coiffer autrement, ce sont des gens qui vont vouloir avoir des automobiles, donc utiliser de nouveaux moyens de locomotion, de ce fait aussi avoir un autre rapport au temps. Et la seule chose, c'est que, comme dans le cas de l'imam que je mentionnais auparavant, là aussi, dans ce cas, des tensions se créent. Et notamment, enfin, à travers le témoignage de cette jeune fille, on voit à quel point les tensions peuvent être importantes justement pour la moitié de la population que représentent les femmes. Pourquoi ? Parce que dans une famille de la classe moyenne, comme sa famille à elle, donc dont ses parents enfin son père est fonctionnaire, ses frères qui ont émigré un peu aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, ensuite investissent dans le secteur hôtelier, bon, et contribuent donc au développement de ce secteur. En fait, les filles de ce type de famille vont pouvoir faire des études, en tout cas au moins des études primaires, sauf qu'ensuite arrive le moment où elles devraient faire des études secondaires, et là, pour maintenir, pour préserver la réputation sociale de la famille, tout d'un coup, elles ne sont plus autorisées, ou il est extrêmement difficile qu'elles poursuivent, qu'elles fassent des études secondaires comme leurs frères, alors qu'elles portent de nouveaux vêtements. Tout d'un coup, à la puberté, il faut qu'elle porte le voile, au moins dans certaines circonstances ou dans certains espaces. Donc, elles se retrouvent, enfin, disons que même d'une certaine façon, leur corps est traversé
par ces tensions. Donc cette jeune fille, Nejmieh Zaimi, que j'ai pu étudier grâce à son autobiographie, finit par émigrer aux États-Unis, en fait, puisqu'elle a étudié dans une école américaine qui se trouvait en Albanie. Ensuite, son seul moyen de s'en sortir et d'assouvir sa soif de modernité qui est pour elle à la fois synonyme d'éducation, de liberté de déplacement et de liberté corporelle. Donc elle ne peut l'assouvir qu'en en partant, en migrant aux États-Unis.